Il y a quelques mois, j'ai fabriqué une première box de séchage. Sur le papier, c'était cool, mais en réalité, elle était loin d'être parfaite. Séchage passif, pas de chauffe, une efficacité très limitée. Et à un moment, j'ai compris un truc, soit j'acceptais ça, ou soit je passais un vrai cap. Alors j'ai décidé de repartir de zéro. Cette fois avec un vrai système de chauffe, une vraie structure. Pour cette nouvelle version, je suis resté dans la continuité de la V1, mais avec une structure beaucoup plus claire. En haut, un capot avec une vitre en plexi pour garder un œil sur la bobine. Au centre, le cœur de la box. La bobine sous roulement et juste en dessous la partie thermique, avec un pad chauffant et un diffuseur en aluminium. Un ventilateur pour homogénéiser la température et un capteur pour la mesurer. En façade, un écran et un encodeur. Et à l'arrière, une sortie PTFE pour imprimer directement depuis la box. Et tout en bas, l'électronique de contrôle. Cette architecture est cohérente. Maintenant, on va voir si elle tiendra la route. Et pour le savoir, place à la modélisation. J'ai créé un serveur Discord il y a un peu plus d'un mois, on est déjà une soixantaine dessus, et on parle impression 3D, électronique, tech, projet perso. Le but c'est d'échanger entre membres de la communauté, partager des projets, poser des questions et avancer ensemble. Si ça vous intéresse, le lien est en description. Je suis aussi sur Instagram, j'y poste surtout des stories avec les backstage des projets, les tests, les galères et ce qu'on voit pas forcément en vidéo. Je suis pas hyper actif sur le contenu pour l'instant, mais en 2026 ça arrive, j'ai envie de développer davantage les formats courts. Donc si vous voulez suivre les projets au jour le jour, le lien est aussi en description. Les impressions sont enfin prêtes, je commence par récupérer le capot. Puis la base. Et comme souvent avec ce genre de pièces, il y a pas mal de supports à retirer. C'est pas la partie la plus fun, mais ça reste indispensable. Comme pour la V1, je récupère une plaque de plexi. Elle vient simplement glisser dans l'encoche prévue dans le capot pour faire office de vitre. Pas besoin de colle, pas de vis, c'est tout simple. Pour la partie thermique, j'utilise une plaque d'aluminium de 1 mm d'épaisseur. Elle est assez souple, ce qui est parfait pour ce que je veux en faire. Cette plaque va me servir de diffuseur thermique. Le pad chauffant sera collé directement dessus pour répartir la chaleur de manière homogène. Je commence par prendre mes mesures directement sur la plaque. Ensuite, j'équipe mon petit outil multifonction d'un disque de découpe. Et je coupe la plaque d'alu aux bonnes dimensions. Pour éviter d'abîmer le bureau, je pose la plaque sur une planche en bois. Je maintiens le tout bien en place avec un serre-joint, histoire que rien ne bouge. Et je viens percer les trous nécessaires aux quatre coins de la plaque, aux emplacements prévus pour la fixation. J'ai récupéré la pièce que j'ai imprimée en ASA, elle va me servir de support pour le diffuseur thermique. Bon, je l'ai pas mal abîmé au retrait des supports, c'est pas super propre, mais c'est pas critique non plus, donc je vais faire avec celle-ci. J'avais prévu des trous pour des inserts filetés, sauf que petite erreur de conception, j'ai oublié de les creuser suffisamment. Donc petite astuce, quand c'est comme ça, je mets d'abord une vis dans l'insert avant de l'insérer. Je chauffe directement sur la vis, comme ça le plastique fondu ne remonte pas et ne vient pas boucher. J'ai mis mon purificateur d'air en fond, mais clairement quand la fumée est proche de nous, c'est pas suffisant. Pensez vraiment à prendre les précautions nécessaires pour éviter d'inhaler tout ça. J'en profite pour mettre tous les inserts dans la box, les emplacements des charnières, le support du DHT22. D'ailleurs là-dessus je me suis un peu raté, il est beaucoup trop près du bord. Et la plaque des composants. Je récupère ensuite ma plaque d'aluminium et je viens la fixer sur la pièce en ASA avec 4 vis. Bon, ça bouge pas. Pas hyper bien plaqué. Moi j'aurais voulu que ça soit collé. C'est fixé, ça tient, mais les inserts sont pas assez enfoncés dans la matière, donc le diffuseur n'est pas plaqué à 100% contre son support. Donc je démonte tout et je ressors le fer à souder pour les enfoncer davantage, et là c'est parfait. Je tente maintenant de placer le bloc complet dans la box, mais il y a quelques millimètres en trop, donc ça rentre pas. En fait ça dépasse un tout petit peu, donc ça ne rentre pas dans la box. Il faut que je recoupe un peu ma petite plaque d'alu. Je réessaie et ça ne passe toujours pas, en tout cas pas par le dessus. Du coup je change d'approche, je fixe la pièce de support par le dessus comme prévu. Et le diffuseur thermique par le dessous. C'était pas l'idée de base, j'aurais préféré tout monter par le dessus pour avoir quelque chose de plus modulaire et plus simple pour la suite, mais bon parfois il y a des imprévus et il faut s'adapter. Une fois fixé, le rendu est propre, si on prend pas en compte les découpes pas très droites de la plaque, et évidemment les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là. Oh mais je suis débile. J'ai tout simplement oublié de prévoir le trou pour le passage du câble d'alimentation dans la modélisation. Je perce directement à la perceuse.
J'y vais progressivement avec des petits fourrés en augmentant de 0,5 mm à chaque fois. Et franchement, le trou n'est pas dégueu. Je sors ensuite 4 roulements 608ZZ. Ils vont me servir à maintenir les axes imprimés en 3D et permettre la rotation de la bobine. Je vais insérer les axes directement dans les roulements. Et je place l'ensemble dans les emplacements prévus dans la box. J'étais un peu trop serré sur les tolérances, c'est pas hyper facile à mettre en place. Wow. Mais au moins une fois monté, ça bougera pas. Je mets une bobine dans la box et je teste la rotation sur les axes. C'est pas ultra fluide, mais ça reste largement raisonnable. Je valide. La base mécanique est terminée, je peux passer à l'électronique. L'objectif ici est simple, mesurer, contrôler et chauffer intelligemment. Tout le système repose sur une alimentation 12 volts 5 ampères et fournit l'énergie nécessaire à l'ensemble de la box. On l'utilise comme source principale à partir de laquelle tout le reste va fonctionner. Le 12 volts sert notamment à alimenter les éléments les plus gourmands du système. Pour obtenir du 5 volts à partir du 12 volts, j'utilise un convertisseur. Son rôle est simple mais essentiel, fournir un 5 volts stable sans chauffer et sans risquer d'endommager les plus petits composants. Le 12 volts se branche sur la borne VIN+, et la masse sur VIN-. En sortie, on récupère un 5 volts propre, prêt à être utilisé. Le cœur du système, c'est un Arduino Nano. C'est lui qui gère toute la logique, la lecture des capteurs, l'affichage des informations et le pilotage des différents éléments. Il est alimenté directement en 5 volts via le pin 5 volts et le GND sur le GND de l'Arduino. Pour mesurer les conditions à l'intérieur de la box, j'utilise un capteur DHT22. Il permet de récupérer à la fois la température et le taux d'humidité, ce qui est indispensable pour le séchage du filament. Le capteur est alimenté en 5 volts, son signal de données, la sortie out est connectée au pin D2. Pour afficher les informations, j'utilise un écran OLED en I2C. Il affiche la température, l'humidité et l'état de fonctionnement de la box. L'écran est alimenté en 5 volts, la communication I2C se fait avec SDA connecté sur A4 et SCL sur A5. Pour gérer un élément alimenté en 12 volts, j'utilise un MOSFET. Il agit comme un interrupteur électronique capable de commuter une charge plus puissante à partir d'un simple signal de commande. L'alimentation 12 volts arrive sur l'entrée du MOSFET VIN+ et VIN-. La charge est branchée sur les sorties OUT+ et OUT-. Le pin trigger est relié au pin D4 de l'Arduino et le GND du trigger est relié au GND de l'Arduino. Pour produire la chaleur à l'intérieur de la box, j'utilise un pad chauffant en 12 volts. C'est lui qui transforme l'énergie électrique en chaleur, ce qui permet de faire monter la température de la box. Il est connecté directement sur les sorties OUT+ et OUT- du MOSFET, ce qui permet de contrôler la chauffe de manière sécurisée. Lorsqu'il est activé, il chauffe le diffuseur thermique et permet de faire monter progressivement la température dans la box. Pour brasser l'air à l'intérieur, j'utilise un ventilateur. Son rôle est d'homogénéiser la température dans tout le volume. Il est alimenté directement en 12 volts, il fonctionne en continu et n'est donc pas piloté électroniquement. Pour interagir avec la box, j'utilise un encodeur rotatif. Il permet de naviguer dans les menus et de régler les paramètres. Les sorties A et B sont connectées au pin D3 et D6. Le bouton SW est connecté au pin D7 et toutes les masses sont reliées au GND de l'Arduino. Avec ce schéma, la box est capable de mesurer, afficher et contrôler la chauffe de manière fiable. J'ai terminé le câblage. Bon, le cable management est horrible. Si jamais vous avez des conseils, je suis preneur. J'alimente la box. Odeur de brûlé. Fumée. Le convertisseur a cramé. Bon, là, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? La fatigue, j'ai terminé le câblage à 5h du matin. La distraction, parce que je regardais une série en parallèle. Le manque de luminosité, la précipitation. Et surtout, j'étais trop sûr de moi. J'ai pas fait le truc le plus basique, contrôler la continuité au multimètre. J'ai relié la masse du trigger avec les masses de puissance directement au 12 volts. En fait, je me suis clairement trompé de wago, parce que mon GND du trigger aurait dû aller au GND de l'Arduino. Électriquement, ce qui s'est passé, c'est assez simple à comprendre. L'Arduino envoie un signal de 5 volts sur le trigger du MOSFET, sauf qu'un signal tout seul, ça n'existe pas, il est toujours référencé par rapport à une masse. Ici, le trigger du MOSFET référence le signal par rapport à la masse du 12 volts, et le problème, c'est que les masses n'étaient pas communes. Résultat, le trigger ne voit pas un vrai 5 volts, il voit une tension hors plage complètement incohérente. Le courant cherche un chemin de retour, et ce chemin, il l'a trouvé. Le courant est remonté par le convertisseur, et du coup, il a encaissé une surtension et une surintensité. Et là, il a pas tenu. Surchauffe, fumée, puis flamme. Et donc finalement, le convertisseur est un peu devenu le fusible du circuit. J'ai remplacé le convertisseur, j'ai corrigé le câblage, je réalimente, et là, ça a l'air ok. Je contrôle les tensions, entrée du convertisseur, sortie du convertisseur. Entrée du MOSFET, sortie du MOSFET. Il commute correctement. J'ai téléversé un code de test simple, juste un on-off automatique, un coup 12 volts, un coup 0 volts. Tout est bon, je fixe la plaque qui tient les composants et qui sépare l'électronique du bloc thermique.
Je fais ensuite passer un tube PTFE à travers tous les composants. Il va servir à guider le filament jusqu'à la sortie de la box. Je ferme le tout avec le cache imprimé. Voilà l'intérieur de la box avec le ventilo et le DHT22. Je replace une bobine dans la box pour tester le circuit du PTFE. Franchement c'est pas trop mal, aucune résistance et aucun blocage du filament. J'ai modifié le script pour tester, toujours un on-off mais cette fois avec le bouton de l'encodeur et une température limitée à 30 degrés pour commencer. Ouais, on sent que ça commence à chauffer à travers la plaque. L'état du bureau. Franchement, il y en a partout. Là que j'ai validé l'électronique, je vais faire un peu de rangement. Je vais ranger tout ce qui va plus me servir. Une fois le bureau rangé, je continue l'assemblage. Je fixe un connecteur pneumatique PC4M10 à l'arrière de la box pour accorder un tube PTFE. Ensuite, je m'attaque aux charnières du capot. Je passe le capot. Je coupe un bout de filament et je le fais passer dans la charnière. Il sert d'axe et maintient la box et le capot ensemble. J'ai imprimé une petite pièce qui va servir à verrouiller le capot. Elle se glisse dans un rail quand la box est ouverte. Et on la fait coulisser dans l'autre sens quand c'est fermé pour verrouiller. Il y a une butée pour éviter que la pièce ressorte complètement. Pour l'étanchéité, j'utilise un joint que je viens placer et coller tout autour de la box. Pour l'écran et l'encodeur, évidemment, je vais pas laisser ça comme ça. Pour l'écran, je voulais tenter quelque chose de plus fini. Je découpe une plaque de plexi sur laquelle je colle un film semi-opaque noir. Je viens ensuite coller l'ensemble sur la box avec un double face très fin. Bon, le collage du film n'est pas parfait, il y a quelques bulles, c'est pas grave, ça reste un prototype. J'alimente la box pour voir le rendu à l'écran. Et c'est pas trop mal, la PCB et l'écran sont invisibles, on voit que les pixels allumés, par contre c'est pas assez lumineux, il aurait fallu un film un peu moins opaque. Maintenant, place à l'encodeur. Déjà, je le coupe parce qu'il est trop long. Puis je lui ajoute un petit cache imprimé. J'en profite pour modifier l'affichage à l'écran. Et voilà ce que ça donne. Bon, maintenant c'est l'heure de tester ça en impression. Je mets une bobine. Je passe la box sur la paille à ice. Et je lance l'impression. La box chauffe en même temps. Le test aura duré environ 3 heures à 30 degrés max, le temps de l'impression. Je récupère la pièce que j'ai imprimée et le résultat est clean. Pas de sous-extrusion, donc le filament s'est bien déroulé dans la box et la pièce en elle-même est vraiment nickel. Maintenant, je vais tester la température maximale que je peux atteindre avec la box. Je modifie le script et je fixe la température cible à 50 degrés. Je téléverse mon code, j'alimente la box. Je lance un chronomètre et c'est parti, je démarre la chauffe. On part d'une température ambiante à 19 degrés. Après 15 minutes, la box a pris 3 degrés. On atteint donc 21 degrés. 45 minutes plus tard, soit 1 heure de chauffe au total, la box est montée à 31 degrés, donc environ plus 10 en 45 minutes. Et au bout d'environ 2 heures de chauffe, la température commence à stagner. La box reste autour de 39 degrés pendant plusieurs longues minutes. Et elle dépassera finalement pas les 40. Là, le constat est clair, la box plafonne autour des 40 degrés, et en réalité, c'est pas si surprenant que ça. On est sur une box entièrement imprimée en 3D sans isolation spécifique, avec un volume relativement important et une dissipation thermique naturelle assez élevée. Le ventilateur fait bien son boulot pour homogénéiser la température.
mais je pense qu'il participe aussi un peu à la perte de la chaleur. Et le pad chauffant, même s'il est correctement dimensionné, arrive simplement à l'équilibre thermique du système. Bon, concrètement, qu'est-ce que ça implique pour le séchage des filaments? Avec une température qui plafonne autour des 40 degrés, on n'est clairement pas sur une box de séchage universelle. Pour des filaments comme le PLA, ça peut aider à stabiliser l'environnement. Mais bon, soyons honnêtes 5 minutes, le PLA c'est déjà le matériau le plus simple à imprimer. Et pour le PETG, on est en dessous des températures recommandées pour un vrai séchage efficace. Donc non, cette box ne remplace pas un vrai sèche-filament dédié. Mais après, c'était pas vraiment l'objectif de cette V2. Le but ici, c'était aussi de valider une architecture avec un volume fermé, un système de chauffe contrôlé, une circulation d'air et une électronique fiable, et surtout de comprendre pourquoi ça fonctionne et pourquoi ça atteint ses limites. La V2 est terminée, la V3 n'est pas prévue pour le moment, même si je reste ouvert à une potentielle suite un jour, on sait jamais. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, faire un retour en commentaire, et je vous dis à bientôt pour la suite.